Hello les gamers et les gameuses, bienvenue pour cette deuxième vidéo. Donc je vais vous réexpliquer le principe de la vidéo parce que lors de la présentation de la première vidéo, le son n'est pas passé. Lors de mon enregistrement, le son est bien passé, mais lors de la mise en ligne, bon, ça a foiré. Donc alors, le principe de la vidéo, je vais prendre des jeux vidéo basés sur l'histoire et je vais expliquer toute l'histoire qui entoure les scènes que l'on peut voir et aussi tous les éléments qui viennent rentrer dans le jeu. Donc, est-ce que les concepteurs ont bien vu le coup ou est-ce qu'ils se sont foirés complètement? Donc, c'est cela le principe de la vidéo. Donc, pour la petite histoire, je suis militaire, j'ai 15 ans de carrière, dont 8 ans dans les forces spéciales et 3 ans en tant qu'instructeur armement. Et j'ai 25 ans de passion historique. Donc, je pense savoir de quoi je parle un minimum. Donc, ben, je suis très content de faire ces vidéos. Et bon, ben, tout de suite, le début de la deuxième vidéo. Très bien, première section, on repart. Allez, allez. Alors là, niveau 2, l'opération Cobra. Donc je vais expliquer vite fait ce que c'est l'opération Cobra, on va commencer. Donc vous pouvez voir que le débarquement a été fait le 6 juin et que là nous sommes au 24 au 25 juillet. Donc il faut vous dire que presque 2 mois sont passés et les Alliés sont toujours en Normandie, bloqués face aux Allemands qui sont de plus en plus durs à lâcher du terrain. Et donc là on a affaire à des vétérans et des troupes aguerries. Donc même par exemple la 12e SS Panzer Division qui se bat vers Caen contre les Anglais et les Canadiens. C'est des petits jeunes qui font leur baptême du feu en Normandie, mais ils sont tellement fanatiques qu'ils meurent sur place, les mecs. Ils se rendent pas, ou très peu, et ils lâchent pas de terrain sans mourir. Donc là, les Alliés sont complètement bloqués en Normandie, et le but, là, c'est de prendre un port en eau profonde. Parce que là, il faut vous dire que tout le matériel qui est débarqué, depuis le début, c'est fait sur des espèces de gros blocs de béton qui sont de la plage jusqu'au bateau. Donc ils peuvent pas débarquer exactement le potentiel habituel d'un débarquement. Donc là, ils veulent prendre un port en eau profonde. Donc les Anglais et les Canadiens fixent les Allemands vers Caen. Donc c'est eux qui ont les plus grandes concentrations de chars et de troupes ennemies. Et les Américains, eux, ils tournent sur la droite, ils vont vers la Bretagne, quoi. Donc direction Avranches. Donc c'est ça l'opération Cobra. Bon là il faut vous dire que là c'est un mode de... Les soldats ils sont en repos, hein, donc réparation de chars, de matériel, ils mangent, ils boivent. Le seul truc, bon, vous pouvez voir, c'est que les soldats ils sont en repos avec leur casque sur la tête. Alors que, bon, la réalité, vous l'enlevez vite fait, quoi, le casque. Donc, j'ai profité pour parler du camion. Bah, je profite que c'est calme pour parler des choses autour. Parce que sur la plage, c'était un peu le bordel. Donc, le camion, le GMC. Donc, les Américains, ils l'appelaient le Jimmy. Bon, ils donnaient des noms de mecs ou de gonzesses à leur avion ou leur camion. C'était leur délire. Donc, c'est conçu en 1941. Donc transport 2,5 tonnes de matériel et 10 soldats avec tout leur matos pouvaient être transportés par ce camion. Autonomie 400 km. Ça a été fait en 800 000 exemplaires, dont des millions ont été donnés à l'armée soviétique. Donc après il existe plusieurs versions. Donc ils ont fait en version citerne, en version remorquage pour les chars ou les véhicules, de réparation, en atelier de réparation aussi pour les véhicules. Donc ça a été fait en plusieurs sortes exemplaires. Hein. Donc j'en ai vu un près du Gard, dans le Var, du pont du Gard. J'en ai vu un rouge qui était chez les pompiers. Donc c'était un GMC comme ça en mode citerne avec de l'eau pour les pompiers. Donc vous pouvez encore en voir à notre époque voyager. Un autre truc, donc là, oui, comme vous pouvez voir le char, donc c'était comme sur le débarquement, donc c'est un canon de 75 mm qu'il a au bout, que je parle dans le niveau 1, et là vous avez le modèle canon de 76 mm. Donc ce modèle-là, c'est un char lourd, mais il peut se faire défoncer par tous les chars allemands, et vraiment, et il peut pas trop les détruire, surtout les chars de dernière génération allemande. Et celui-là, déjà, il faisait un peu plus peur aux Allemands. Donc ce char pouvait affronter des Panzers ou des Panthères sans trop problème. Les tigres, il fallait vraiment qu'ils soient bien placés et à une bonne distance, très proche. Et par contre, un tigre royal, on verra plus tard dans l'émission, il a aucune chance. Donc vous pouvez voir aussi les sacs de sable qui montent autour. C'est pour éviter justement que les obus de canon ou de roquettes de bazooka, donc de Panzerschreck, pénètrent le blindage. Donc en fait, la roquette quand elle arrive, elle explose à l'extérieur à cause des sacs de sable. Donc ça peut endommager un peu le char, mais l'équipage n'a rien. Donc c'est une protection en plus que les soldats mettaient. Ils mettaient plein de choses, hein. Ils mettaient
des morceaux de chenilles, ils mettaient des sacs de sable. Qu'est-ce qu'ils mettaient aussi d'autres des espèces de, comment dire, des espèces de plaques supplémentaires de protection. Bon, ils mettaient plein de choses, hein. Tout ce qu'ils pouvaient trouver pour leur sécurité, c'était le système D. Hop, alors attendez, on va bientôt commencer la mission. On va juste aller voir le half track. Donc le half track, faut vous dire que il a été conçu en 1940. Et pendant la guerre du Vietnam, on pouvait encore en voir de ces véhicules. Donc c'est un camion chenillé. Donc il pouvait prendre 13 hommes, dont 3 membres d'équipage. Donc vous avez le chauffeur, le copilote et un mec à la mitrailleuse. Normalement il y avait des modèles avec des mitrailleuses. Donc un peu comme celui des Allemands. Donc après ils en ont fait plusieurs sortes. Sanitaires, avec des espèces de pièces anti-aériennes. Ou avec un mortier dedans pour tirer sur des positions allemandes. Donc modèle là c'est tout basique, hein, tout simple. Donc vitesse 72 km/h, autonomie 320 km. Donc c'est un véhicule assez bon pour protection des troupes. Et le général Patton, c'était un général américain pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était son véhicule préféré. Il appelait ça le broyeur de chair. Parce qu'en fait, il disait à ses soldats de mettre des barbelés tout autour. Et dès que les Allemands ils étaient en fuite ou à découvert, ben, ce truc-là il roulait comme des dingues. Et ça écrasait les Allemands et ça les prenait des barbelés. Donc c'était assez, ça va être assez dégueulasse à voir à la fin. Mais bon, et Patton il appelait ça le broyeur de chair, il était content. Donc voilà pour la petite anecdote. Bon allez, là on est parti pour la mission. Hey. Une blessure pareille, mais 8 semaines. Bon, je vais laisser parler les messieurs là. Sergent. Je vous le promets. Ah, tu le promets, hein. J'en ai rien à foutre de ta parole. Bien remis, hein. Je suis en pleine forme, sergent. T'as des tripes, soldat. Mais j'ai pas envie de les voir. Bon, ça ils ont fini de parler. Donc il faut savoir aussi pour l'opération Cobra, c'est des milliers d'avions de bombardiers américains et des milliers de canons qui ont tiré dans une zone restreinte. Donc ça a fait... Attendez, tant qu'ils perdent, ils finissent de parler. Donc ça a détruit quasiment des divisions entières allemandes. Et ça a fait aussi plus de 500 victimes américaines en tirs fratricides. Donc le haut commandement n'a dit plus jamais ne ferait d'attaque comme ça en fait, en envoyant tous les bombardiers et les canons tirer comme des fous. Et en sachant qu'ils ont tiré de nuit, donc et normalement ils devaient attaquer de nuit aussi les Américains, mais comme les chars tombaient dans les trous d'obus, bon, ils ont arrêté, ils ont attendu le petit matin pour attaquer. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir des trous de bombardiers un peu partout. Donc ce qui fait que les Allemands ils ont été quasiment anéantis et ils se sont regroupés autour de canons ou de pièces antiaériennes ou de mitrailleuses et ils ont fait des petits îlots de résistance. Et des petits îlots de résistance. Oh. Et des petits îlots de résistance, ben ça a fait le bordel pour les Américains avancés. Vous savez pourquoi je tuerais moi? De la vraie bouffe. Tu viens de finir de manger. Un sandwich de singe ça compte pas. Alors un sandwich de singe, en fait les Américains ils avaient des sortes de boîtes de cornets de bif avec de la viande. Et comme ils savaient pas la provenance de la viande, ils appelaient ça de la viande de singe. Les un être humain. Non, c'était un poche. Daniel, ça a raison. Il y en a des biens. Les Allemands ils avaient Mozart, C'est bon Einstein. Marlène ils avaient la même Dietrich. viande. Ça me parle plus. Sans oublier les inventions. Et eux, comme ils appelaient ça la- le dessin imprimé, le microscope. Bon, attendez, Les saucisses. ceux-là ils parlent beaucoup. Donc ouais, les Allemands ils appelaient ça de la viande de vieil homme mort. Donc pour vous dire l'odeur et le goût de la viande. Donc là, stack de Stuka. Allez. Éloignez-vous de la route. On fera une boucle. Allez. En sachant que les Stuka, moi j'en parlerai plus tard parce que là je vais aller dans le feu de l'action. Protégez le Sherman. Les Stuka au début de la guerre ils avaient des sirènes. L'un de ces canons
En 1940, pendant la campagne de France, ils mettaient leurs sirènes pour faire peur aux soldats sur les routes et terrifier les civils. Mais il faut savoir que là, en 1944, ils n'utilisaient plus la sirène. Donc là, bon, c'est un peu... les concepteurs se sont un peu plantés. Alors c'est parti. Donc le but du jeu à la guerre, hein, pour tous les conflits, vous avez l'ennemi en face, le but c'est de le prendre sur les côtés, essayer de l'encercler, le prendre par derrière. Comme ça il doit se retrouver à tirer devant lui, derrière lui. Ça a toujours été le but du jeu dans tous les combats du monde. Donc après le but pour avancer, il y a un groupe normalement qui accentue la pression, il tire dessus et nous on avance. Jusqu'à ce que l'ennemi est obligé de changer de position en fait. Et quand il change de position, là il est vulnérable. En sachant que pour une ferme... Waouh. C'est un jeu donc les Allemands ils réagissent pas comme des êtres humains. Sinon ça serait pas comme ça. Le mec il resterait pas là. Ah, il m'a défoncé le sang lui. Bon. Alors, comme je disais, voilà, on accentue la pression, on avance. Et eux ils sont obligés de reculer. Et quand ils reculent, bon bah ça en fait des cibles. Hein. Ouais, il me faut vraiment une trousse à pharmacie parce que je vais mal finir sinon. Voilà, le problème c'est que c'est en mode difficile. Donc moi je suis très vulnérable au tir ennemi, mais le problème c'est que mes copains ils sont pas aussi forts que ça. C'est ça le problème que les concepteurs devraient faire dans le jeu, c'est que si l'ennemi en face il est balèze, ils devraient faire que mes copains ils sont balèzes aussi. Et là le problème des fois j'ai l'impression de faire la guerre tout seul. Oh, vous voyez là les Allemands ils sont proches de nous, ils reculent pas. Et ils tirent comme des oufs là. Dans le doute on va tirer hein, au cas où il serait encore vivant. Donc le principe à la garde c'est pareil, quand on tire c'est toujours en une doublette, on envoie deux balles. Pour justement être sûr de le toucher déjà. Et pour aussi si on le touche c'est répartir les dégâts en fait. Comme ça on est sûr que le mec bah, il est bien blessé quoi. Même s'il est pas mort il sera blessé, il pourra rien faire. Et après bah forcément si on voit qu'il bouge encore prêt à utiliser son arme, on envoie une troisième balle dans la tête quoi. Comme là vous voyez l'Allemand il est debout, ils sont au moins 3-4 à lui tirer dessus et bon il touche pas. Donc c'est ça qui est dommage de pas avoir fait les copains super balèzes. Alors tout à l'heure il y avait un mec, est-ce qu'il est encore là? Non, il est plus là.
Voilà, regardez, c'est pareil, là le mec il sort, il est tout seul face à 3 mecs qui lui tirent dessus. Bon, c'est dommage, c'est un peu... Enfin bon, après on va pousser... C'est un jeu, on va pas pousser les vis trop loin non plus. C'est juste que c'est moi qui risque de mourir à chaque fois. En sachant que pour attaquer une maisonnette comme ça, bon, on utiliserait des mortiers, des lance-grenades, une mitrailleuse, bon, on attaquerait ça bien quoi. Là, on n'est pas nombreux, on a des armes lambda. C'est chaud pour attaquer un petit fortin là. Ah, là, j'ai plus trop sa pharmacie. Oh, il y en a une juste là. Bon, j'ai à peine pris une trousse, je suis déjà limite mort. Faut que je trouve vraiment mon copain qui me donne une trousse là. Donc là les mecs je les vois pas du tout, je sais pas où est-ce qu'ils sont planqués. Oh là 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 là. J'ai mis du fumigène, le mec il me tire à travers hein. Allez copains, rentrez là, venez m'aider parce que tout seul c'est chaud. Ah il est là mon copain avec la trousse. Voilà, on se sent mieux d'un coup. La voie est libre. Range nettoyée. À travers champ, on doit rejoindre nos chars. Ok, merci copain. Bon bah c'était un peu chaud hein, juste pour prendre cette petite ferme. Donc je vais profiter pour parler un peu aussi de ce qui nous entoure. Donc là vous avez le SDK FZ10. Ah, donc c'est un camion chenillé allemand. C'est une auto-chenille. Donc autonomie 150 km/h. Donc ouais. Il a été produit en 17 000 exemplaires. Donc l'armée allemande était très contente de ce petit camion à chenilles. Donc ça allait partout, hein, sans problème. Équipage 8 personnes. Et généralement ça tractait une espèce de pièce antiaérienne ou un... Hop, une trousse. Et un canon. C'est rare que c'était utilisé comme transport de munitions. C'était plus pour transporter des... Comme je dis, des petites pièces d'artillerie. Pour tout ce qui est munitions, j'utilisais les canons lambda. Donc là, comme là, ce que vous pouvez voir, là, l'espèce de petits rangements, c'est des rangements pour les chargeurs de pièces anti-aériennes en fait. Donc la pièce anti-aérienne, normalement, il y a des modèles avec des pièces anti-aériennes. Et là, c'est les chargeurs supplémentaires. Donc là, ils l'ont foutu là-dessus. Bon, alors que c'est un camion lambda pour les munitions. Donc bon, ils ont un peu foiré aussi sur ce coup-là. Mais enfin bon, c'est bien d'avoir mis ce genre de véhicule, ça change. Je crois que j'en ai jamais vu dans aucun jeu de guerre. C'est la première fois que je vois ce type de truc. Donc pareil, cette espèce de valise là, c'est allemand en fait. Et c'est des grenades rangées là-dedans. Bien que là, normalement, elle est un peu plus grande. Mais enfin bon, vous pouvez imaginer que dedans, il y a des grenades à manche. On voit 3-4 grenades. Donc voilà pour ce petit camion. Donc là il y a la Gübelwagen aussi. Ça c'est le genre de voiture que vous pouvez voir dans les films de guerre lambda. Donc j'ai appelé ça la voiture bassine. Donc c'est produit par Porsche et Volkswagen.
Et bon, ça équivaut un peu à la Jeep. Sauf que la Jeep, elle avait tendance à pouvoir se retourner si on prenait vite des bosses ou des virages, tandis que cette-là, elle accrochait bien le sol. Donc construite en 55 000 exemplaires, 80 km/h de vitesse et autonomie 380 km. Donc voilà pour la petite Kubelwagen. Donc ils ont même pensé à mettre un petit tracteur d'époque pour faire bien le détail. C'est bien réaliste. Je pense que j'ai tout dit pour la zone là. Ah, et dans le niveau 1, je vous ai pas parlé du Colt 1911. Donc 1911 pour son année de construction. Donc pistolet semi-automatique de 11,43 mm les cartouches. Et ça pouvait prendre des cartouches 45 ACP. C'est pour ça qu'on peut appeler ça un Colt 45 aussi. Donc poids 1,2 kg. Portée 68 mètres et chargeur de 8 coups. Ouais, j'en avais pas parlé dans le niveau 1. Si vous voyez que je parle pas d'une arme, généralement je vais en parler dans les niveaux qui viennent. En avant! Repoussez-les! Ah, c'est pour ça je croyais qu'il se sauvait, mais en fait non, il avait fait tomber une grenade. On aurait dit. Hop. Voilà, ils sont en fuite. Moi j'ai encore les munitions, ils ont fait bye bye là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a les SDK FZ10 en mode canon flak 38, un tube, parce qu'il y a des canons de flak où ils en ont 4. Mais là ils ont mis un modèle, un tube. Donc pour le flak 38, c'est un canon de 20 mm tout simplement. Ça tire 180 à 220 coups minute, en sachant que la capacité du chargeur c'est 20 cartouches qui se placent ici. Et portée 2200 mètres. Donc ça c'est vraiment un petit canon pour les chasseurs, mais pas pour les hauts bombardiers. Donc là vous pouvez voir il y a des chargeurs supplémentaires, en fait c'était un rangement. Donc il y avait le mec qui était à côté. Dès que le chargeur était fini, il l'a enlevé et il mettait celui-là en rechange pour gagner du temps. Et après vous aviez un autre mec encore qui venait et qui lui donnait les chargeurs. Donc le mec il est là, lui il fait que tirer. Son boulot c'est ça, et les autres bon, c'est d'utiliser la pièce au plus vite, recharger, s'occuper de l'entretien. Donc bon, ça faisait peur aussi aux alliés parce que il l'utilisait aussi contre les troupes à pied ou contre des véhicules légers. Et voilà, bon, ces petits camions, imaginez que vous pouvez rouler partout, les foutre près d'un bois, dans des buissons, n'importe où, et d'un coup dès que l'avion y passe, tirer à la dernière minute quoi. Bon, là c'est encore en train de se tirer dessus, j'ai l'impression. Il faut savoir qu'à la guerre aussi, c'est qu'on se déplace pas sans appui en fait. Donc en fait normalement il faudrait que je me pose et des copains on vise, un groupe bouge, dès qu'il a bougé il vise et nous on bouge, on se protège en fait en voyageant. Parce que là des fois on court tous comme des oufs. Vous foutez une MG ou quelqu'un avec une mitraillette, c'est bon, il arrose tout le monde. Donc là comme j'ai dit, c'est ça la guerre. Il y a les Allemands qui tirent contre nos chars, ils sont occupés à tirer dessus et nous, on arrive et on les prend par derrière. Bon, sachant qu'il n'y aurait pas autant d'avions, les Allemands ils avaient des avions mais moins nombreux que ceux des Alliés. Et c'était plus les Alliés qui avaient la maîtrise du ciel. Mais là, bon, c'est pour le jeu, ils font passer des avions tous les 2 secondes.
poches qu'on puisse aider nos chars. Voilà, maintenant les CAC réglés. Le tireur il est tué. En 5 cartouches là, faut que chaque tir je touche un mec. On déjà en a un là-bas. Fumigène! Bon là, tout à l'heure j'étais de mauvaise parole parce que là mes potes ils m'ont bien aidé quand même. J'ai quasiment pas fait le boulot, ils ont flingué tout le monde. Hop. Bon, on va profiter que ça soit un peu calme pour parler du sidecar. Cette espèce de moto à deux places là, voilà, elle est un peu ramassée. Hein. C'est une moto où on pouvait rajouter une mitrailleuse là-dessus, là, une espèce de MG32 au 34, 42 ou 34. Donc ça faisait une force appui-feu pour un petit véhicule comme ça. Donc c'est une moto, ça servait pour les messagers, pour protéger des convois, pour éclaireurs, bon ça servait à plein de petites missions. Donc normalement c'était deux personnes, donc le conducteur et le copilote, sachant qu'ils pouvaient aller 3 dessus, ou des fois le mec pouvait être tout seul à la moto, mais bon c'était pas obligatoirement, il y a 2 places, ils sont 2 les mecs. Donc c'est construit par BMW, donc c'est le BMW R75, construit en 38, vitesse 95 km/h. Autonomie 350. Voilà, donc on pouvait mettre des remorques derrière aussi, des petites remorques. Donc c'est une moto qui est vraiment tout terrain. Elle a été partout sur toutes les lignes de front et elle a pas défaillé. Bon, BMW en même temps, bon, c'est du prestige la marque, hein, même à l'époque. Hein. Par contre, j'aimerais bien trouver mon pote avec les munitions. Bon, on va aller faire la mission pièce antiaérienne. Daniel, ce commande 2 canons de TCA. Ces bombardiers déciment nos blindés. Bon, à savoir que c'est rare qu'un soldat d'infanterie utilise un canon antiaérien. Parce que bon, c'est chacun son boulot, hein. Ça c'est le boulot d'un artilleur, si on peut se dire. Et le peu de fois où des soldats ont utilisé des pièces antiaériennes, c'était contre des cibles fixes, une maison, un bâtiment, un véhicule, mais jamais contre des avions, parce que bon, chacun son boulot. Hein. Donc faut savoir que pour les pièces antiaériennes, vous avez soit les balles qui transpercent le fuselage, ou des espèces de balles qui explosent. Donc c'est... Ouais, elle est où? C'est pas fini. À 8 heures. Donc quand il dit les chiffres là, les heures, c'est en fait midi en face de vous, 1h c'est à droite, 9h c'est à gauche, enfin, c'est ça en fait. Vous prenez comme une horloge et vous prenez comme ça. Voilà. Ah, voilà, c'était sûr, hein. On est raté plein. C'est pas fini. À 3 heures. Bon, faut savoir aussi dans la réalité, imaginez une petite pièce anti-aérienne face à autant d'avions, on est foutu. Wow, là le sang il est critique là. Bon, j'espère que ça va pas faire ça tout le temps parce que là ça va être long. C'est pas fini. À 4 heures. C'est détruit.
comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas fini. Vous avez des espèces de balles Tu l'as eu! À 1 heure en altitude! qui explosent près de l'avion et ça envoie des éclats partout. Donc justement fait pour endommager. Ça arrive d'en haut! Ils sont là, Daniel! C'était le dernier! Bon boulot, Daniel! Au moins c'est fini. Eh, c'est Pérez! Hé, Pérez! Ça va? Ils ont eu mon pote Mills dans l'embuscade, mais on leur a rendu la monnaie de leurs pièces. Il y a des îlots de résistance fortifiés avec des packs 38 devant nous. Va falloir faire le ménage. Très bien. Pearson, traversez le verger avec une équipe de tir et trouvez une position de soutien. Une fois que vous aurez préparé le terrain, je mènerai la suite principale avec Pérez. Bien compris. Daniels, Sussman, avec moi, allez! Les munitions les copains là. C'est bien beau de partir à la guerre mais j'ai plus de munitions moi. Daniels, dépêche-toi de regagner la route! Donc j'ai profité que c'est un peu calme pour parler du Stuka parce que justement on en a des sous des pleins là. Reste pas là, Daniels! Donc le Stuka c'est un Sturzkampfflugzeug, donc avion de combat en piqué. Donc il est mis en service en 1936 et il est testé pendant la guerre civile espagnole. Dans la Légion Condor. La Légion Condor c'est une espèce de légion allemande qui aidait les Espagnols pendant la guerre civile. Et ils ont testé leurs armes. Donc ils ont testé, bon pas que le Stuka, ils ont testé plusieurs armes, mais le Stuka en faisait partie. Donc c'est un avion qui a été fait en 5700 exemplaires. Donc sa vitesse est 390 km/h, donc c'est pas beaucoup pour un avion. Donc lui c'est plus un avion qui attaque au sol, hein. En combat aérien il est nul. C'est pour ça il est reconnaissable parce que les roues sont sorties en fait de l'avion, ils sont pas dans le fuselage. Donc son rayon d'action c'est 1400 km. Donc quand on dit rayon d'action ça veut dire aller-retour. Donc il peut aller jusqu'à à peu près 600 km et après revenir. Donc il a deux mitrailleuses MG17 de 7,92 mm devant ou des canons de 20 mm. Où il y avait aussi des modèles avec des canons de 37 mm. Donc c'est vraiment du gros bestiau pour détruire les chars. Et à l'arrière il y avait une mitrailleuse MG15 au début de 7,92 et après ils ont changé, ils ont mis deux mitrailleuses MG80 pour le tireur arrière. Parce que dans l'avion le Stuka ils sont deux les mecs, il y en a un devant qui pilote et l'autre derrière la mitrailleuse pour protéger. Donc normalement il y avait une espèce de grosse bombe de 500 kg en dessous du ventre et il tombait en piqué en fait. Donc en fait il prenait de l'altitude donc au-dessus de sa cible, donc pas un camion comme ça qui sert à rien, au-dessus d'un bâtiment, un bunker ou un bateau. Il partait en l'air comme ça en fait et il redescendait en piqué à 300 mètres d'altitude, il lâchait sa bombe et il remontait. Donc si sa bombe, imaginons il y avait un problème, elle se décrochait pas, il pouvait pas remonter, il était trop lourd donc il s'écrasait. Donc des fois ça arrivait ce genre d'incident aussi. Ou quand il lâchait la bombe, si le pilote il redressait trop tard, parce qu'en fait il voulait en regardant l'altimètre, en plongeant, ben, il pouvait s'écraser au sol en remontant. Donc c'était une technique qu'employée par les Allemands, c'était vraiment dangereuse. Mais ils étaient assez balèzes pour ça. Et sinon, ben... Sinon il peut avoir aussi des petites bombes sur le côté, sur les ailes. En fait tout dépend comment ils employaient l'avion, si c'était en rase-motte ou vraiment en piqué. Sinon il y a une petite histoire justement d'un pilote de Stuka, c'est Hans Ulrich Rudel. Donc c'était vraiment un as des as, le mec avait perdu une jambe à la guerre, il avait perdu un bras, il avait perdu l'autre côté, il y avait son bras mais à la main il manquait des doigts. Qu'est-ce qu'il avait encore comme problème ce garçon? Bon, il y a eu les côtes cassées, les poumons perforés, bon c'est vraiment le guerrier le garçon. Plein de fois il s'est fait abattre en mission, il a toujours été réussi à rejoindre ses lignes. Et beaucoup il se battait principalement contre les Russes. Et les Russes ils avaient mis une prime sur sa tête. Donc il avait 2530 missions de combat à son actif. Donc 2000 cibles au sol détruites, donc 519 chars. Donc c'est bon. Et c'est pas du mytho, hein. Le mec a été décoré de la croix de chevalier et de la croix de fer avec feuilles de chêne et glaive en or et brillant. Ah, il faut le faire pour avoir une médaille comme ça. C'est le seul au monde à avoir une médaille comme ça. Et pour dire pour cette médaille, bon il a rencontré Hitler, il a même mangé avec, pris le thé. Donc, pour dire l'importance du garçon qu'il avait par rapport aux yeux du grand patron. Et donc c'est lui le premier à avoir testé un canon de 37 mm. Bah, généralement il a fait un livre juste après la guerre parce qu'il est sorti vivant. Il est sorti vivant de la guerre et il a fait un livre. Donc comme il était côté russe, il a pris son avion, il est parti se poser sur une base américaine. Parce qu'il s'est dit les Russes ils vont me flinguer ou ils vont me faire des trucs de ouf. Et même quand il est arrivé, super. Quand il est arrivé sur la base américaine, en fait il y avait une espèce de sentinelle qui est venue tout de suite le voir. Parce que bon, vous imaginez un avion allemand qui se pose sur votre base, ça doit faire bizarre. Et la sentinelle quand elle est arrivée, le mec quand il a écrit dans le bouquin, il dit ouais, je sentais que la sentinelle elle allait me flinguer quoi. Le mec il voulait vraiment le flinguer. Je sais pas s'il voulait un trophée de se dire je me suis fait un allemand, mais il voulait le flinguer.
Mais heureusement un officier est arrivé après et bon il a été fait prisonnier quoi. Et comme il s'était pas battu contre les Américains ils l'ont pris bon comme un soldat. Il a pu prendre une douche, manger, bon c'était vraiment un vrai prisonnier quoi. Tandis que pour les Russes je pense qu'il aurait mal fini le garçon. Donc voilà, c'est Hans Ulrich Rudel. Il a fait un livre, Pilote de Stuka, si ça vous dit. C'est très instructif, ça vous explique plein de choses sur les combats aériens d'époque et leur mentalité, de voir comment les mecs y pensaient et comment ils se débrouillaient. Donc pourquoi je traîne ici? Parce que je vais parler de la Jeep aussi, vu qu'on est à côté. Donc la Jeep Willis MB, donc c'est fabriqué par Willis et Ford. Au début c'est Willis qui a lancé le contrat, donc quand les Américains ils ont demandé on veut un petit véhicule tout terrain, donc ils ont sorti la Jeep. Et Ford après aussi la construction. Donc pareil, si vous regardez les documentaires à la télé des Jeeps, vous allez voir la vitesse que ça sortait des usines, c'était impressionnant. C'était vraiment impressionnant. Donc c'était fait en 1941 et ça a été fait en 640 000 exemplaires. Autonomie 480 km pour une vitesse de 105 km/h. Comme je disais tout à l'heure, bon véhicule, mais qui peut avoir tendance à se retourner dans les bosses ou les virages. C'est l'un des nôtres. Un P-47. Ah merde! Si seulement j'avais pris ce canon de DCA avant! Tu peux pas t'en vouloir. Donc là, bon, plein de choses à dire d'un coup. Hein. Encore un autre truc, le P-47 Thunderbolt. Donc cet avion était conçu pour la guerre du Pacifique généralement parce que les zéros japonais, ils avaient le dessus sur tous les avions américains. Les Américains, ils ont eu des pertes et ils galéraient. Et ils se sont dit, il faut qu'on sorte un avion capable de se battre contre les zéros japonais. Donc ils ont sorti cet avion-là. Donc ça a été mis en service en 1942. Il a été fait en 15 660 exemplaires, vitesse 689 km/h, pour un rayon d'action de 3047 km. Donc c'est vraiment fait pour, je vous dis, les batailles du Pacifique avec la mer et les longs trajets à faire. Et un plafond de 12 810 mètres. Donc il pouvait aller très haut, plus haut que les avions japonais, généralement les chasseurs. Et il pouvait escorter les forteresses volantes. Au début c'était lui, c'était son rôle, c'était escorter aussi les forteresses volantes, avant que le P-51 Mustang le remplace. Donc vous pouvez voir qu'il y a les mitrailleuses, il y en a 8 en fait, 4 de chaque côté. Donc c'était des mitrailleuses Browning M2 de 12,7 mm. Et ils pouvaient transporter 1100 kg de bombes et de roquettes. Donc si vous voyez une photo d'époque où il a toutes ses bombes et tous les mitrailleuses, parce que ce chasseur là il pouvait se battre contre des avions et aussi contre des attaques au sol, c'était un monstre. Quand vous voyez comment il est armé, cet avion, ça devait faire peur. Ce sont des civils. C'est un crime de guerre. Sans blague. Oublie pas qu'on affronte les nazis. Donc là, bon, il dit nazi, mais n'importe quelle armée du monde, si les civils ils font du sabotage ou des actes de résistance, qu'on appelle terroristes en fait, bon, ils finissent comme ça. Hein. Regardez par exemple les Français pour la guerre de l'Algérie, les civils dès qu'ils prenaient les armes, bon, ils finissaient mal aussi. Donc bon, après c'est la guerre. Hein. Dès que vous êtes civil et vous prenez les armes contre l'occupant, généralement les répressions sont assez strictes. Vas-y, sors tes jumelles. Voilà Pérez et ses Ou gars. par exemple les Américains pendant la guerre du Vietnam, c'est pareil. Dès qu'un civil prenait les armes, ça finissait mal. Pas que je veux défendre les Allemands, mais c'est juste pour donner une raison de certains actes. Grosse fusil de précision. Elvire Ferré. Bon là un truc tout con, c'est pour aider pour le jeu. Lui il est chaud, lui il méritait une balle. Oh mais ils sont très chauds en fait. Un truc tout con comme je disais, c'est que ils ont mis des bidons d'essence qui explosent à côté des mecs. Et ça dans la réalité vous pouvez imaginer que ils vont pas mettre un bidon d'essence à côté d'un canon. Ça serait complètement con. Et quand on connaît la discipline allemande, ça se faisait pas. Tout était ordonné, rangé. Alors une balle pour deux. Ouais. Mais il est blessé. Donc là de toute façon c'est pas que pour les fusils à lunettes. Hein. Toutes les armes généralement pour tirer vaut mieux prendre sa respiration. Parce que quand vous respirez, l'arme elle peut bouger de même pas 1 ou 2 mm. Et 1 ou 2 mm à 200, 300 mètres là où vous tirez, vous tirez à côté de la cible, tout simplement.
Bon, on va essayer de flinguer les servants là. Un serpent tire avec ce Pak 38. Laissez nos chars Les deux viser. groupes de servants des Pak 38 ont été éliminés. Nos chars avancent. Éliminez les derniers Allemands dans les tranchées. En fait, il y avait un mec juste près de moi, ça devait être certainement un de ces mecs là qui me. Ah, mais je savais pas de ça. Un de ces mecs là qui me flinguait. La voie est libre. Hop là. Attention. Des chars alliés. Bon, je vais garder le fusil à lunettes aussi avec moi. Donc on va parler du fusil à lunettes M1903 à 4 Springfield. Donc 1903 année de construction. Bon après bon c'est toujours un peu plus développé parce que ça fait vraiment une vieille arme. Donc c'est un fusil manuel à verrou. Donc vous pouvez voir pour tirer il tire une balle et il doit recharger à chaque fois. Donc munition 7,62 mm. C'est de la grosse munition quand même. Le chargeur 5 balles donc on peut mettre 5 balles dans la cartouche. Et portée 600 mètres, viser, tirer la tête, ça touche 600 mètres. Sinon 3200 mètres, c'est-à-dire si je tire à l'arrache, bah, la balle elle peut faire 3 km 200 avant de s'arrêter en fait. Donc je peux blesser Pierre qui est dans son champ un peu plus loin sans qu'il se rende compte. Hop, on va aller parler du canon, comme il y en a. Hein. Donc comme disait notre collègue quand nous sommes arrivés sur la zone, c'est un Pak 38. Bon après il y avait Pak 37, 36, Pak 40, 75 parce qu'il y avait c'était un modèle 7,5 cm de calibre. Donc plusieurs versions. Donc là c'est pas un gros canon. Donc généralement si ce canon là il tire sur un Sherman ça peut ricocher. C'est pas le plus gros des canons qu'ils avaient pour les chars. Donc le Pak 38 donc pour comment dire l'année de construction, mais ça a été mis en service en 1940 généralement. Donc en allemand ça se dit Panzerabwehrkanone, donc canon anti-char. Donc ça a été produit en 9568 exemplaires. Donc c'est servi par 4-5 personnes. Donc, vous avez le mec là qui qui tourne les monettes pour viser. Vous avez le mec qui met l'obus là-dedans là, dans la culasse, plus un mec qui lui donne et un autre mec qui donne à l'autre mec. Et le chef de pièce qui regarde aux jumelles et qui dit vous tirez. Donc voilà, donc portée 2500 mètres, pratique. Donc s'il vise à 2500 mètres, il va toucher. Ou sinon, après en obus perdu, s'il tire à l'arrache, 6500 mètres. Donc vous imaginez que l'obus peut faire 6 km 5 avant d'aller s'exploser je sais pas où. Et donc c'est des obus de 50 mm. Donc c'est très peu pour un canon au début de la guerre, oui, mais là bon, c'est un peu démodé. Je vous dis, il y a l'espèce de Pak 40 75, c'était un peu plus balèze déjà. Hop là, on trouve des trousses à pharmacie partout maintenant. C'est super. Allez, on peut repartir faire la guerre les copains. Donc comme je disais, devant il y a les coupes haies. Justement pour défoncer les haies, et comme ça on peut suivre. Donc la technique, bon bah on n'est pas con. On va se cacher derrière le char et avancer avec. En sachant que des chars comme ça, s'ils attaquent, bon, les Allemands en face ils vont reculer, hein. Ils vont pas rester comme ça. Tireur, visez Sony de MJ42, côté droit. Parce que là les Allemands ils savent très bien que les chars ils vont pas être arrêtés, surtout qu'ils ont plus de canons là. Ils ont que des mitrailleuses. Oh. Restez avec les chars. C'est bon, c'est 5 tirs, c'est 5 tirs. Wow. Bon ouais c'est assez rapide hein, quand les chars sont là, c'est plutôt rapide. Tu vas bien? Ah. Bon bah j'ai sauvé un copain, tant mieux. Ah, c'est même pas un passage non plus. Hop là, allez, ça train de courir là. Ouais. Ah bah je vous dis, hein, on avance, ça recule, et quand il recule, bon bah ils sont vulnérables. Ouais, je croyais que c'était un copain, mais en fait c'est un Allemand.
Je sais pas si... Waouh. Char allié hors de combat. Les PAC 38 nous tirent dessus. Occupez-vous d'eux. Ah, il faut savoir aussi sur les Sherman, bon là c'est bien fait. C'est que le Sherman, une fois qu'il était... Ouais, attendez qu'il finisse de parler. Ah, ça y est. Ah, ils ont fini de parler. Bon, quand un Sherman était touché par un obus, généralement il s'enflammait direct. C'était un inconvénient du Sherman parce que les soldats ils avaient peu de chances d'en réchapper. Dès qu'ils étaient touchés, bon, ils brûlaient vifs dans le bordel. Hein. Wow, oui, il a volé là. Bon, après ça c'est la guerre, hein. Le mec il voulait avancer pour faire bien et il avait pas vu que j'étais sur sa gauche. Faut savoir qu'avec les M1 on a un avantage sur les Allemands parce que vous voyez les Allemands ils tirent pas en rafale. À part quand ils ont des mitraillettes forcément, mais quand ils ont une carabine vous voyez ils tirent. Il y a un temps et après ils retirent. Parce qu'en fait c'est le temps qui charge. Bon là dans le jeu ils l'ont pas mis parce que c'est peut-être trop compliqué à faire que de voir l'Allemand recharger son arme. Mais généralement c'est pour ça qu'ils ont mis un temps. Ah il est encore vivant. Voilà. Vu le cri il est mort. Il me faut cette trousse de secours. Et justement bon l'avantage c'est que moi j'arrive, je peux dégommer mes 8 balles d'un coup là. Alors que l'Allemand il tire un coup et... Ça c'est bien joué parce que ça aurait été je serais mort. J'avance comme ça et le mec il m'attendait. Alors là je vois rien du tout. Ouah, mon pote il pisse le sang. Ah bah c'est une MG ouais. Bon après face à une MG imaginons qu'il bloque un passage comme ça, y a pas le choix, hein. Il faut qu'il y ait un des copains qui... Bon ça on va lancer une fumigène. Soit un des copains qui se monte un peu pour que le tireur il commence à tirer. Et une fois qu'il a tiré, moi j'ai juste à le flinguer en fait. Mais enfin bon il faut se dire que le copain il prend des risques à se montrer quoi. Parce que si l'Allemand il est vif, l'autre il se prend les balles de MG direct quoi. Ah et la vache elle a ramassé la pauvre. T'inquiète pas, je m'occupe du travail. Alors là aussi facilité hein. Le bidon. Et l'explosion qui va bien. Alors ça il faut savoir que ça c'est vrai, par contre quand vous voyez le... Quand vous tirez à la mitrailleuse, il y avait, ça a chauffé, donc c'est pour ça que c'est rouge. Et si ça chauffe trop ça peut déformer le canon et faire exploser la balle dedans. Donc il fallait changer le... Bah, soit laisser refroidir, arrêter de tirer. Ou vous aviez votre copain qui était avec vous qui avait un canon de rechange et il changeait le canon. Donc il y avait une technique hein, parce que sinon... Il y avait une technique sinon le mec allait laisser ses empreintes de doigts sur le canon. Hop là. Donc là c'est nickel hein, pour un sniper. Vous avez une position fixe, cachée et vous avez plus qu'à tirer sur tout ce qui se montre quoi. Donc à savoir là-haut là, c'est une espèce de bunker station radar. On peut en voir une dans... Il faut sauver les soldats Ryan, vous voyez quand au moment que si ils atteignent une espèce de petit bunker de sac de sable. Parce que le bunker principal il est cassé. Et c'est une espèce de bunker comme ça de station radar. Il y en avait très peu, les Allemands ils ont pas trop investi dans les stations radar. Ils pensaient que ça servait trop à rien hein. Tandis que les Anglais ils avaient investi comme des oufs. Mais les Allemands c'était pas leur... Comment dire, leur dépense principale. Wow, lui il a sauté, on sait pas pourquoi. Donc là attaque de tranchée à l'ancienne. Hop, à la baïonnette.
on va aller faire des prisonniers. Ah, et bien, ils ont foutu des barbelés partout. À plat ventre. Ah, c'est bon. Eh, enfoiré. Ah, c'est marrant, je sais pas si vous avez vu, bah j'avais jamais fait attention, il fait montrer la photo d'un gosse. Ouais, c'est pas mal. Enfin, bon, après, il a sorti son arme, ce con. C'est Turner! Ils sont vivants! Ah, même le char, ça fait un bon bruit. Bah, après, il faut imaginer que le char aussi, ça pue. Hein. Les échappes de gasoil là, qui s'échappent du char, c'est vraiment dégueulasse. Tout de suite. Donc là, il faut vous imaginer l'odeur aussi. Entre les mecs qui sont morts, le feu, le char, ça chingue bien. Lieutenant, Un instant. Voilà le commandant! Ok, écoutez. La compagnie Charlie s'est fait attaquer près de l'église. Il lui faut des renforts et des munitions. Envoyez une escouade sur le champ. Chef, nos moyens sont limités. Trouvez-en un quand même. Oui, chef. Ah, donc ils ont une espèce de grand 1 rouge. C'était le symbole de leur division, c'était la première division. La Big Red Bon, voilà One. le plan. Donc le grand 1 rouge de la division, tout simplement. Ils avaient ça sur le casque, sur les tenues, un peu partout. Les nouveaux ordres de Collins. On part vers l'ouest avec la 11e. C'est pas vrai. Ces gars n'ont plus beaucoup de temps. Il y a que vous. Prenez ces jeeps et en route. Allez! Très bien. On y va! La compagnie Charlie est dans la mouise. Il faut qu'on aille l'aider. Allez! Hop là, allez. On va rouler comme des oufs. Sans appuyer sur le comment on va, frein, Marigny? comme des malades. Suis la route. Sur le village. Il y a un gros virage qui arrive. Vas-y, mollo. J'ai l'impression d'être dans un rallye avec le mec qui me donne les virages à faire et tout. Et comme le c'est un jeu, je peux rouler comme un débile. Fais vite sur la compagnie Charlie. Faut qu'on arrive là-bas les premiers. Tire à gauche. Par contre, je sais pas que si je me prends une bagnole ou un sale virage, si je peux crever quoi, je sais pas. Allez, au revoir Hans. Devant nous. Attention. Vois une. Détruis des tirs! Besoin de renfort! Ouais, ouais, ouais. C'est bon. T'es au plancher. Où on va? Tout droit. Va tout droit. On va pas pouvoir résister longtemps! Ah ouais, je vous dis, le mec il appuie pas sur le frein, jamais de sa vie. Oh, voilà. Les freins ça fait tout seul là. Fishman! Chope le volant! Je me mets à la Voilà, mitrailleuse! comme par hasard, bon, le mec non seulement il conduit, mais après il va à la mitrailleuse. Donc il faut savoir, dans la réalité, bon, c'est pour le jeu, hein, pour qu'on fasse toutes les places. La route est bloquée! Ah, c'est Il y a un super quoi. passage. Approche-toi. Groupe ennemi. Dans la maison sur la droite. Voilà, ça court. Hein. Ah, ouais. On y est presque. Tiens bon. Faut savoir que ça, il y a une histoire comme ça réelle. Les SAS français. Donc les SAS c'était des commandos qui attaquaient en petits groupes. Et pendant la guerre d'Afrique, ils rentraient comme ça dans des bases aériennes allemandes ou des bases de ce que vous voulez et ils tiraient comme des dingues. Et ils partaient, ça durait quelques minutes. Et en France, ils ont fait la même. Ils ont appris par un villageois que Nettoie ce qui reste. les Allemands allaient tuer des civils. Et ils sont arrivés à 2 jeeps, ils ont tiré comme des malades. Et il me semble ils ont dû faire une trentaine de morts. Et eux ils ont eu un seul mort. Quelques-uns. Donc bon, les Allemands ils ont été surpris d'un coup de voir 2 jeeps arriver et tirer comme des dingues dans tous les sens. Enfin bon, c'était des espèces de grosses mitrailleuses Ralliement! et des boucliers devant, donc c'était des belles armes. Comme ça. Faites pas dans Et l'insensiblerie, Murphy. t'as dû faire un sacré ménage quoi. Remerciez donc le commandant Davis. Ok. Donc là c'est la fin. Pour repartir. Vous avez gagné un sursis. Donc les gamers et gameuses, je vous dis à une prochaine vidéo. De la Wehrmacht est derrière ces bâtiments. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Bien sûr, soldat. Allez les gamers et gameuses, à plus tard.
Il a peur. Occupe-toi de tes...